Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur USAE TV. Chers amis internautes, bonjour. Bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi. Le Bénin est dans un tournant historique. Après 10 années passées à la tête de l'État, le président Patrice Talon s'apprête à refermer l'un des chapitres les plus marquants, mais aussi les plus débattus de l'histoire politique récente du Bénin. 10 années de réformes profondes, de transformations visibles, de tensions politiques, de ruptures assumées et de repositionnement institutionnel qui auront durablement redessiné le visage du pays. Mais à mesure qu'approche le dernier jour de ce magistère, plusieurs interrogations surgissent et alimentent les débats. Quel est l'héritage politique de Patrice Talon? Comment le pays, lui, aborde-t-il cette transition politique majeure? Et surtout, quelle lecture faut-il faire des derniers signaux envoyés par le pouvoir avant le passage de témoins lors du dernier Conseil des ministres? Au cœur des discussions également ce jour, la délocalisation annoncée de la cérémonie d'investiture, notamment un choix qui intrigue, interroge et nourrit déjà de multiples interprétations politiques et symboliques. Cette cérémonie d'investiture, au-delà du protocole, sera observée comme un puissant marqueur de continuité, de rupture ou de recomposition politique. Enfin, chers amis internautes, autre fait marquant de cette période sensible, cette forme de trêve politique qui semble progressivement s'installer dans le pays après des années de tensions, de fractures et de confrontations parfois virulentes. Le climat politique apparaît momentanément moins électrique. Mais cette accalmie traduit-elle une véritable volonté d'apaisement national ou seulement une suspension stratégique des hostilités avant les grands repositionnements à venir, malgré les dispositions constitutionnelles en vigueur encadrant la trêve? Autant de questions essentielles que nous aurons à analyser ce matin avec nos invités qui sont Alain-François Adiou, ancien ministre, homme politique. Il sera face à Irénée Josias Agossa, qui est bien évidemment un acteur politique et porte-parole du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Parce qu'au fond, chers amis internautes, les faits de règne ne sont pas toujours de simples transitions administratives, ou elles ne sont jamais même de simples transitions administratives. Elles révèlent les véritables rapports de force, exposent les héritages réels et préparent silencieusement les batailles de demain. Chers amis internautes, avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule vidéo et puis on revient pour le décryptage politique proprement dit. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou Badjoumende, Cotonou Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou.
Pourquoi choisir le ZAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec le ZAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec le ZAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, Alain Adiou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Irina Agossa. Bonjour. Merci également d'avoir accepté l'invitation et d'être là C'est moi qui sur vous nos remercie. plateaux. Alain Adiou, je rappelle à nos amis internautes, vous êtes ancien ministre, homme politique, c'est bien ça? C'est bien ça. Et là, j'ai un acteur politique qui est également porte-parole du parti politique Union Progressive de Renouveau, la plus grande formation politique du pays. Oui, enfin, c'est ce que le peuple a voulu. C'est ce que les résultats sortis des urnes reflètent. Tout à fait. Alors, Alain, Je vous rappelle, c'est Oui. Alain-François Adiou. Alain-François Adiou, Merci. Alain-François Adiou, Merci merci, bien. merci pour le rappel. Merci Alain-François Adiou, Oui. rebonjour. Bonjour, cher ami. Alors, la semaine prochaine, on connaîtra la cérémonie d'investiture, notamment du nouveau président de la République élu. Patrice Talon, cette semaine, a tenu son dernier conseil des ministres. Et donc, aujourd'hui, on peut faire un bilan, on peut retenir de Patrice Talon. Et vous, Alain Adiou, Alain-François Adiou, dites-moi, dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de Patrice Talon, du magistère Talon? La première chose que je retiens est d'ordre politique. Il a compris, le président Patrice Talon, il a compris que au niveau des mandats de président de la République, plus de 2, c'est impossible. Parce que les interprétations étaient allées dans tous les sens. Le texte, si mes souvenirs sont bons, dit ceci: en aucun cas, nul ne peut. Et il y a des amis, des Béninois, qui ont dit que 2 négations font une possibilité, une affirmation. En aucun cas, nul ne peut, donc dans tous les cas, on peut. Et à un moment donné, le président de la République, je crois, était resté sensible à cela. Heureusement que, chemin faisant, il a décidé de ne pas aller outre, de ne pas, j'allais dire, déranger, hein, faire obstacle aux dispositions constitutionnelles. Et c'est une très bonne chose, surtout lorsqu'on constate que en Afrique, les plus de 2 mandats sont nombreux. C'est ce que je retiens le plus au niveau politique. Pour l'autre, toujours dans la rubrique politique, il y a beaucoup de choses à redresser. Pour moi, par exemple, hein, le fait que nous n'ayons pas un candidat directement sorti d'une formation politique, parce que le président Wadaï, qui va être installé dans une semaine, même si à un moment donné, il était apparenté à un parti politique de la majorité présidentielle, nous avons tous appris qu'il n'en faisait pas directement partie. Et cet élément-là que je viens de sortir... Est-ce que ce n'est pas une posture stratégique pour peut-être se mettre à l'abri, peut-être... Peu importe. Mais ma chute au niveau de ce point que j'analyse, c'est que la réforme du système partisan doit être améliorée, doit être poursuivie dans la réflexion, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous n'avons pratiquement pas de parti d'opposition. Nous n'en avons pas. Or, le président Talon a érigé d'un pays avec une démocratie assez vivante, dans laquelle on observait, on constatait des partis politiques de la majorité présidentielle, des partis politiques de l'opposition, et le combat se faisait fraternellement. Mais je comprends, c'est que dans notre pays,
comme j'avais entendu déjà mon frère Agossa le dire, et il a raison, que les partis sont construits autour des humains, autour des hommes, alors que ça doit être construit autour des idées, de l'ensemble des idées, idéologies. On n'en a pas. C'est vrai également qu'en Afrique, ce dont on doit se préoccuper pour construire le développement dans notre pays, c'est plutôt la pauvreté. Donc, il faut s'asseoir, il faut que les amis de la classe politique s'asseyent pour se convaincre de comment est-ce qu'ils vont travailler à mettre en place des partis politiques solides. Ça, c'est le dernier élément sur le plan politique. Plus tard, je parlerai des autres aspects. Je reviens par rapport aux autres aspects. Irénée Agossa, on a suivi à l'instant Alain-François Adiou, qui quand même a mis le doigt sur un fait qui fait quand même honneur au Bénin au-delà des frontières béninoises, le fait que Patrice Talon n'ait pas pu faire au-delà de 2 mandats, et cela est à l'actif notamment de la vitalité de la démocratie béninoise, parce que selon certains observateurs, lorsqu'on y voit de près, il avait quand même tous les signaux possibles s'il voulait bien faire un 3e mandat, s'il pouvait le faire, parce qu'il y avait une assemblée, une majorité quand même qui lui était favorable. Ce que je retiens d'abord du président Patrice Talon, comme vous l'avez annoncé dès le début, c'est un président réformateur, c'est un président bâtisseur. Tous les Béninois sont unanimes là-dessus. Réformateur, bâtisseur, dans la méthode et dans la rigueur. Un homme qui a mieux incarné l'autorité de l'État depuis 90. Depuis 90 jusqu'à nos jours, c'est l'homme qui a restauré l'autorité de l'État. Et il a fait en sorte que le Bénin aujourd'hui soit compté. Le Bénin soit compté par nous. Toutes les nations du monde, nous sommes comptés. C'est un président, alors, qui est en train de sortir, comme il a voulu, par la grande porte. C'est l'un des grands hommes d'État de l'ère démocratique dans notre pays. Le président Talon n'a jamais voulu tenter quoi que ce soit allant contre la constitution de notre pays. Ça, je défie quiconque. C'est peut-être des interprétations. Jamais il n'a voulu. Il a été suffisamment clair et il a respecté ses engagements électoraux et a respecté tout ce que la Constitution lui impose. Il l'a respecté jusqu'au bout. Et mieux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi quelque chose que nous appelons la transmission des fondamentaux du développement et ensuite la transmission générationnelle. Le président Patrice Talon a mis en place un système de rigueur, de méthode et qui a fait que les réformes sont en train de donner les résultats que nous avons aujourd'hui. On salue cela, mais au côté, une stabilité politique. Ce que déplore Alain-François Adiou, c'est qu'il y a eu des coups qui ont été portés à la démocratie. Aucun coup n'a été porté à la démocratie. Nous avons amélioré le processus démocratique dans notre pays. Aujourd'hui, la liste électorale pour qu'on aille aux élections est acceptée par tout le monde et enviée dans la sous-région. Alors, qui s'interroge de où est l'opposition aujourd'hui? L'opposition existe. L'opposition existe, puisque nous avons les démocrates qui sont là. L'opposition existe. Donc, aujourd'hui, c'est qu'il faut en réalité une mutation des forces politiques. Certains observateurs diront qu'elle n'a pas pu participer. Vers le principe de développement de notre pays. C'est ça ce qu'il faut faire et c'est ce dont on a besoin. Donc, l'opposition existe, évidemment, parce que cette opposition est là, reconnue par nos institutions et qui joue son rôle. Si elle n'a pas pu participer aux élections, c'est elle-même, puisqu'elle a participé à une élection, l'élection ici législative, elle a participé. Quand elle a voulu, elle a participé. Donc, si elle a des positions... Vous pensez qu'elle n'a pas voulu en 2026? Je dis qu'elle n'a pas voulu. J'ai été membre, je sais de quoi je parle. Elle n'a pas voulu. Quand elle va s'adapter maintenant aux réalités et aux normes républicaines, vous allez voir la suite. Donc, c'est ceux qui, en fait, ne veulent pas se mettre dans la démarche actuelle et qui doivent subir les exigences d'aujourd'hui, comme nous l'avons fait au sein de la majorité présidentielle. Nous avons subi ce qu'il faut faire
pour que nous soyons au rythme du développement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes une force politique capable ici de proposer quelqu'un qui soit issu d'un processus de développement mis en place. Et c'est ça le candidat Wadaï. Donc, ceux qui ne sont pas dedans peuvent dire que... Candidat élu. Le candidat élu aujourd'hui, Oui. Wadaï, parce qu'on parlait de candidature pour la Tout à fait. présidentielle. Donc, c'est ça qui aujourd'hui a été porté par les partis politiques et qui est élu président de la République. Alors, Alain-François Adiou, vous avez écouté à l'instant Irénée Agossa, qui a quand même exposé tout ce quoi tout le monde est d'accord sur les prouesses réalisées sous Patrice Talon. Il vous a répondu en partie sur les réformes politiques opérées. Mais que retenez-vous d'autre de Patrice Talon de 2016 à 2026? Juste une petite observation. Mon ami et frère Agossa joue bien son rôle de porte-parole. Il fait de la communication. Ce n'est pas mon cas à moi. Je viens proposer des analyses pour permettre à notre pays, parce que je ne me réclame plus d'aucun camp. C'est pour ça que désormais, je porte le titre de homme politique. J'ai connu différents partis politiques. Je sais comment ça se passe à l'intérieur et je déplore comment ça se passe. Il faut servir la nation en premier. Mais ce qu'il a dit, je vais résumer en 2 petits mots. Régime présidentiel, régime présidentialiste. À la conférence nationale, nous avons voulu mettre en place, nous avons mis en place un régime présidentiel, qui en lui-même est déjà un régime très fort. Mais le président Talon a transformé cela en régime, selon moi, en régime présidentialiste. D'accord? Il a fait ce qu'il a pu. Comment? Est-ce qu'on aura le temps d'expliquer ça? Je ne pense pas. Alors, vous posez la question de savoir, et sur disons, les autres aspects. Oui. On présente généralement le résultat, disons, l'héritage du président Talon sous forme physique, matérielle, les transformations. J'ai été très heureux de suivre un petit film, disons ça comme ça. Quand l'étranger est venu, il connaissait le Bénin, il connaissait Cotonou, il est arrivé ici pour des affaires personnelles et il a constaté les grands changements, les grandes transformations. Et puis, il s'est dit, mais je vais revenir produire un film là-dessus. Et il l'a fait. J'ai suivi en partie les éléments. Et sa conclusion m'a beaucoup plu. C'est sûrement un génie. C'est sûrement quelqu'un, un visionnaire, qui a décidé, qui a tenu ferme et qui a permis de faire ces transformations-là. Je le rejoins. Mais il a également dit, c'est dommage que tout ceci ait été fait sans contrepartie réelle pour les citoyens. Il serait donc bon, C'est-à-dire, il serait donc bon en d'autres termes, que les citoyens tirent leur parti de cela. Est-ce qu'il y a eu croissance? Sûrement. Croissance portée par 1 ou 2 produits. Est-ce qu'au niveau des citoyens, cette croissance-là a été transformée en bien, disons ça comme ça, simplement pour que les internautes me comprennent, au niveau du panier de la ménagère, etc.? C'est non. Et c'est ça qu'il faut regretter. Mes amis, notamment M. Irénée Agossa, il va encore le faire tout à l'heure, les transformations physiques ne sont pas signes de développement. La modernisation d'un pays, sur le plan sémantique, modernisation, transformation, ce n'est pas développement. c'est quoi le développement? Les bases sont en train d'être posées. Les bases sont en train d'être posées. Et j'ai beaucoup aimé, le jour où le président élu Wadaï a présenté son projet de société, j'ai beaucoup aimé, il a dit, c'est la première phase du développement. Et ça, je le rejoins. Je rejoins tous ceux qui disent ça. C'est la première phase du développement parce que pour que ça décolle, il faut qu'à un moment donné, on marque un grand coup, qu'on décide et qu'on fasse. Mais ici, ce qui a manqué, c'est que ce qu'on appelle les forces productives, les acteurs qui produisent la richesse, les acteurs nationaux qui produisent la richesse nationale, n'ont pas été suffisamment impliqués. Et pour les impliquer, il faut passer par la formation professionnelle et technique. C'est sur le tard que le président Talon a décidé d'investir massivement dans ce secteur-là ou dans ce sous-secteur de l'éducation nationale. C'est tant mieux. Ça veut dire que dans quelques années, on pourra avoir des gens, des acteurs béninois capables d'intervenir dans les différentes branches économiques pour que la richesse nationale qui va être créée serve
à l'accumulation de la richesse pour produire le développement. Et René Agossa? Oui, nous sommes dans le processus du développement. C'est un processus, le développement est long, le développement a des différentes étapes, mais je dis, et je le répète, tout le monde est d'accord que le président Talon est un président réformateur, bâtisseur. Donc quelqu'un qui, avec méthode, rigueur et je veux dire volonté, engagement, audace, a pu mettre en place les fondamentaux. C'est évident, c'est évident. Et tout se met en place de façon progressive. Je vous donne juste un exemple où les gens avaient pensé que c'était de mauvaises décisions, une mauvaise décision. Je dis la modernisation des marchés et le déplacement du marché d'Antokpa. Ce que dit M. Adiou, vous avez une croissance et vous voulez recapitaliser. Vous voulez capitaliser, c'est-à-dire mettre les moyens à la disposition de ceux qui, en fait, sont à la base des échanges. Le marché d'Antokpa et les autres marchés sont des milieux indiqués. Mais dites-moi, si on ne modernise pas ces marchés, marché Bégamé comme il était, incapable à une banque de pouvoir soutenir la pauvre dame qui mène une activité commerciale, qui a besoin du capital pour pouvoir acheter au niveau de ceux qui produisent, pour pouvoir transporter et venir vendre. Donc, tous ces marchés que vous voyez en temps et qui étaient dans une situation d'insécurité, ces marchés ne pouvaient pas bénéficier, bien sûr, de ce pan important de la redistribution des gains, c'est-à-dire la capitalisation. Ici, le projet a été lancé. Et vous avez vu plutôt en 10 ans comment ça a été fait sur toute l'étendue du territoire national. Bientôt, le marché de gros, ensuite le marché d'Antokpa qui serait progressivement délocalisé. Nous avons vu déjà le marché de Missebon qui est de l'autre côté à PK3. PK3, oui. Donc, ainsi de suite, aujourd'hui, on pourra introduire les banques dans ce secteur et permettre à ce que les commerçants, les producteurs, les transporteurs, toute cette chaîne de valeur puissent être prises en compte dans la redistribution. Donc, c'est pour vous dire que ça marche et c'est bien planifié. Et ce qui se passe encore en ce qui concerne le Glodjibé, où nous avons l'industrialisation qui a commencé, qui a démarré, où nous aurons encore ces genres d'unités de transformation dans les pays, dans la territorialisation qui a été introduite par le président élu, vous allez comprendre que les dispositions sont déjà en train d'être prises pour que nous ayons une répartition normalisée, permettant aux citoyens de pouvoir bénéficier concrètement de l'effort qui a été fourni par Et René Agossa, j'ai une question pour vous. On est revenu vers François-Alain Adiou. C'est de savoir quel est le legs politique de Patrice Talon à la postérité. Ouais, le président, je veux dire, le président Patrice Talon, comme, quel est son legs? Comme le disait le président Adiou, ce n'est pas la présidentialisation. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Le principe du président Talon a été suffisamment clair en ce qui concerne la réforme du système partisan. Ce qu'on va retenir définitivement du président Patrice Talon, c'est cette stabilité politique. Sans la stabilité politique, vous ne pouvez rien faire dans un pays. Tous les autres présidents ont échoué. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas l'envie, mais ils étaient dans un désordre politique. Il y a une stabilité politique qui a conduit, bien sûr, à une croissance économique et qui fait que l'administration se met aujourd'hui au service de l'usager. Donc, tout a commencé par là. Ce qu'on retiendra du président Talon, je vous l'ai dit au début, c'est un homme d'État clair et c'est quelqu'un qui a mieux incarné l'autorité de l'État que quiconque. Et quand on le dit, vous voyez dans la ville, je vous dis en fond, et partout, les gens se disent, et ouais, Djehani.
président Talon. Merci à vous. Contrairement à ce que dit Irénée Agossa. et le doyen a dit, il faut être suffisamment clair. Il faut être suffisamment clair. Moi, je ne suis pas en communication. Ce n'est pas ça. Voilà, j'allais vous attaquer sur ce point. Je suis en train d'exprimer une conviction et un engagement personnel. Que vous avez toujours exprimé avant d'être porte-parole aujourd'hui. Toujours exprimé. Donc, ce n'est pas une question de communication, c'est une question d'engagement, de conviction qui m'anime et qui, aujourd'hui, se retrouve en face d'une réalité. C'est un déni que de dire que ce que nous faisons aujourd'hui, que c'est de la communication. Non, non, c'est des réalités, c'est des... Merci à vous, Irénée Agossa. Alors, Alain-François Adiou, un autre fait, pour ne pas dire un fait, très marquant cette semaine, ce sont les mots épris d'émotion du président Patrice Talon. Mercredi dernier, lors du dernier conseil des ministres, il a rendu hommage à son équipe, à notamment certains acteurs particulièrement. On a entendu les mots à l'endroit de son épouse, la première dame Claudine Talon. Il a également exprimé ses espérances et également demandé, si on peut le dire ici, pardon à ses collaborateurs. Vous, Alain Adiou, au regard de votre parcours politique, vous qui avez sillonné les arcanes du pouvoir, si on peut le dire, vous avez exercé le pouvoir politique, lorsque vous entendez un président de la République dire ces mots, quel est le message que cela renvoie dans l'opinion? Avant de vous répondre avec précision, la modernisation des marchés ne passe pas par la construction d'infrastructures nouvelles, d'infrastructures modernes. Ça passe par le fait de sortir les vendeurs du secteur informel. C'est ce secteur informel qui plombe. Okay? Et c'est ça, si on arrive à les sortir progressivement du secteur informel, les banques pourront s'y intéresser. Mais avant les banques, il y a les structures de microcrédit qui n'ont pas les mêmes exigences que les banques. Je ferme la parenthèse. J'en reviens à votre question. J'ai été membre du gouvernement. J'étais dans l'un des derniers gouvernements, j'ai fait un certain nombre de gouvernements, et puis le dernier gouvernement avec Mathieu Kérékou. Nous avons connu aussi ce moment-là. Le président de la République, le général Mathieu Kérékou et nous avons tenu le dernier conseil des ministres, et c'était pathétique. C'est avec émotion. Et je me souviens, le président Kérékou avait un mot pour chacun de nous et un petit texte pour chacun de nous qu'il a signé en nous remettant, en nous distribuant ça et en disant des propos très très forts qui sont au-dedans de chacun de nous qui avons été membres de ces différents gouvernements et du dernier gouvernement. Donc ce n'est pas nouveau. Le fait de rendre ça public est sûrement nouveau. Mais ce n'est pas nouveau. Mais un chef qui a travaillé, il est quand même le chef du gouvernement. Il a travaillé avec une équipe, et surtout celle-là, la plupart des membres ont fait 10 ans avec lui. Le fait que lui, il soit en train de partir et qu'il laisse les jeunes prendre la parole, c'est toujours des moments forts. Donc, je n'ai pas trouvé en cela quelque chose de particulier. C'est bien qu'il se soit adressé à ses amis, ses collaborateurs, ses lieutenants, et qu'il leur ait dit un certain nombre de choses pour les encourager à continuer. L'hommage rendu à la première dame. C'est la première partie de la réponse. L'hommage à la première dame, on sait que derrière un homme de ce niveau-là, de cette responsabilité-là, il y a son épouse, la première dame. On a vu Mme Claudine Soglo travailler, assister, accompagner son homme, etc. Pardon? Rosine Vieira Soglo, pas Claudine Soglo. Pardon, j'ai dit Soglo, Claudine Talon. Je répète, Claudine Talon. Voilà, Claudine Talon, je m'excuse. Voilà. Donc, c'est bien. À la limite, par rapport à ça, je me suis dit, oh, quand même, le président Talon, il sait être émotif. Parce qu'il n'a pas toujours donné cette impression-là. C'est ça que mon ami Agossa parle d'autorité. Non, des fois, l'autorité a frisé l'autoritarisme. Je m'en tiens à ça. Donc oui, c'est bon qu'il ait rendu hommage à son épouse. Ce couple-là va quitter et un plus jeune couple va prendre la place. On va les voir également au travail. Parce que, justement, l'épouse du chef de l'État est son premier conseil partout, déjà à la maison. Donc si Claudine Talon a fait le nécessaire, c'est tant mieux qu'elle rentre dans l'histoire de notre pays. Mais lorsque, Alain-François Adiou, lorsqu'on écoute ou on décrypte les mots
employée par le président Patrice Talon, est-ce qu'on n'est pas à même de faire le portrait de la première dame? Est-ce que nous ne connaissons pas la première dame? Chacun connaît chacun et on a des idées là-dessus. Lui nous a révélé Il a confirmé, c'est de ça? l'intérieur de lui-même et de leur couple ce que son épouse a été et a fait pour lui. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est tant mieux. Elle rejoint j'allais dire, l'histoire. Merci. Irénée Agossa, votre décryptage? Ce qui est évident ici, et même si le général Kérékou l'a fait, et que Boniaï l'a fait, Nicéphore Dieudonné Soglo l'a sûrement fait, parce que je n'étais pas là. Voilà. Le président Nicéphore Soglo aussi l'a sûrement fait, oui. puisqu'il y aura toujours un dernier conseil des ministres. Voilà. La particularité ici, c'est la présence du successeur. Ça, c'est la différence entre tout le monde. C'est-à-dire qu'aucun d'eux n'a eu à ses côtés la présence du successeur. Donc, personne n'a pu, parmi les autres, réussir cette transmission. Je l'ai dit, qu'il y a une transmission des fondamentaux du développement. Il a rappelé que le rôle que chacun doit jouer dans ce cadre demeure. Et il dit ici, c'est clair et c'est remarqué, la transmission générationnelle. C'est évident. Et c'est ça ce qui est nouveau. Et ceci dans le calme et la stabilité. Il faut le remarquer. Tout le monde a été touché par ça au moment où l'Afrique se retrouve dans la tourmente de ce que vous savez. La sous-région étant ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pour une fois que nous avons eu un président sortant avec son successeur à côté où tout se passait comme si cela devait se passer ainsi. Non, ça a été sur la base d'un effort. Et c'est la réussite des réformes. Ce n'est pas parce que le successeur est dauphin désigné, si on peut le dire ici, également ministre du gouvernement. Mais le président Boniaï a fait campagne ouvertement pour, et moi-même j'étais là, campagne pour Léonel Zissou. A bien voulu que Léonel Zissou soit son successeur. Tous les présidents de la République ont toujours voulu que quelqu'un qui puisse continuer l'œuvre. Préserver les acquis. Préserver les acquis et continuer l'œuvre. Ça, que celui-là le remplace. Mais aujourd'hui, tout a été mis en place pour que nous soyons dans une dynamique du développement. Alors le speech de Patrice Talon le mercredi. C'est ça ce qui est différent. Et c'est ce que Talon a réussi. Et c'est ce que j'ai dit, le talonisme a produit. C'est-à-dire, c'est une vision globale, une manière de concevoir l'État, de concevoir même le processus démocratique, de concevoir la gestion des hommes, qui, en fait, est dans un système que nous appelons le talonisme, qui a abouti à ça. Le discours du chef de l'État. Hommage rendu à la première dame également. C'est tout à fait évident, parce que non seulement il a été fidèle en tout, et nous constatons qu'il a été fidèle à sa femme. Il a été fidèle au peuple. Il a été fidèle à la Constitution, il a été fidèle à sa famille, il a été fidèle, bien sûr, à ses collaborateurs. Et ça se constate dans son discours. Et il y avait l'émotion. Cette émotion, c'est là où le président Talon est différent. Il sait quand est-ce qu'on est emporté par une émotion, et il sait que cela doit être en dehors de la gestion de l'État. Donc, vous n'avez jamais vu dans ce pays une interférence de cette émotion dans la direction de l'État qui lui incombe. Non, il a été clair, il sait comment mettre les choses à chaque place et il a pu démontrer à la fin qu'il est un homme comme tout le monde. Il est un homme comme tout le monde, mais ses fonctions lui exigeaient des comportements où les gens pensaient qu'il n'avait pas ce côté humain. Il a bien sûr ce côté humain qui essayait de gérer convenablement. Et bien, face à ces exigences, qui sont les exigences républicaines, alors il a maintenu le cap. Merci à vous, Irénée Agossa. Merci à Alain-François Diou pour ces échanges. Nous allons quand même parler de la cérémonie d'investiture avant de
clore cette émission avec la trêve politique, cérémonie d'investiture qui ne se tiendra pas à Porto Novo. On apprend que cela est en raison des travaux au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, travaux de rénovation du stade. Alain-François Adéo, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous répondre, mais je me permets de compléter un peu à ma manière ce que mon vis-à-vis vient de dire. On n'a jamais vu un président sortant avec un président entrant dans une même équipe, gouvernement, etc. N'oublions pas comment tout ça est arrivé. Cher ami, n'oublions pas comment tout ça est arrivé. Le Bénin, les Béninois ne seraient pas un peuple de paix, des nationalistes pratiquement, qu'on n'en serait pas là. Les textes, les institutions, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que nous ayons une élection présidentielle telle que nous l'avons eue le 12 avril dernier, etc. C'est le peuple qu'il faut féliciter, c'est le peuple qu'il faut remercier. On ne va pas entrer dans ce détail-là. Alors, pour parler de la cérémonie d'investiture... Oui, il faut que nous prenions le temps de nous asseoir politiquement pour faire le débat. Parce que, je vais finir par là avant de vous répondre, etc., nous n'avons jamais vu un candidat à la présidentielle occuper encore un poste gouvernemental pendant qu'il était candidat. Jamais vu. C'est arrivé. Le peuple s'est tu. Nous nous sommes tus. Nous nous sommes tus. Nous nous sommes tus. Attends, non, Lionel Zissou, il était premier ministre. Il était candidat. Oui, mais il était candidat. D'un gouvernement. Oui, mais attends, c'est lui a été désigné par son mentor, disons ça comme ça, d'accord? Mais quand il a commencé sa campagne, c'est vrai que tu as fait campagne avec eux à ce moment-là, etc., mais il n'a plus occupé le poste de Premier ministre. Non, il n'a plus occupé le poste de Premier ministre, la fonction de Premier ministre. On va faire ce débat-là. On va laisser ce débat. On va faire ce débat-là. Écoutez-moi, laisse-moi finir. On va faire ce débat-là le moment venu. Parce que ce qui est arrivé, c'était de l'inédit. Nous avons accepté, nous nous sommes tus, le peuple s'est tué. Ça ne veut pas dire que tout le monde a acclamé. Mais c'est bon que le président Talon s'en aille et que le président Wadaï arrive. Cérémonie d'investiture. Récemment, quand la question m'avait été posée, je me suis dit, bon, mais ça peut avoir lieu un peu partout dans le pays. Mais après, j'ai regretté. J'ai regretté parce qu'un peuple sans histoire est un peuple perdu. C'est un peuple qui avance difficilement. Et l'histoire a des repères. L'histoire a des repères. La conférence nationale a eu lieu quelque part. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que ce lieu-là a servi à telle chose, telle chose, telle chose. On nous a même, pendant le régime de Talon, on a même voulu nous vendre que la conférence nationale, c'était rien. C'était une virgule dans une longue phrase. Et on a dit non, c'est pas possible. Parce que c'est de là que nous sommes partis pour remettre en place le renouveau démocratique. Donc, un peuple sans histoire est un peuple qui est perdu. Dont l'avenir est perdu. Sont diverses bien sur sûr, la conférence nationale. Bien sûr, ça c'est mon opinion. Oui. J'étais un acteur. Si on n'avait pas eu la conférence nationale, dans les conditions où ça s'est passé, peut-être que nous serions encore en train de nous battre. D'accord? Mais j'en viens à votre question. Oui. C'est vrai que ce n'est pas constitutionnalisé. Mais l'histoire de notre pays a retenu que tous les présidents de la République ont été investis à Porto Novo, la capitale de notre pays, capitale politique de notre pays. Dans l'histoire, on va retenir désormais dans l'histoire que Wadaï est le premier président à n'avoir pas été investi à Porto Novo. L'investiture d'un président, c'est son acte de naissance. C'est son acte de naissance. Ça veut dire que le président Wadaï ne serait pas né à Porto Novo. Il serait né à Cotonou. Chacun fait les analyses comme il veut. Mais quand on donne comme raison le stade est en réflexion, est en modernisation, je dis non. Le président de la République, Patrice Talon, est suffisamment prévoyant, suffisamment visionnaire pour se convaincre que non, à ce moment-là, il ne devait pas avoir des travaux sur les lieux pour que Wadaï soit investi là où tout le monde a été investi. Il va être investi à Cotonou, au Palais des Congrès, c'est ce que nous entendons, mais c'est tant mieux que les choses se passent bien. Mais je regrette, comme beaucoup d'autres après, je regrette que le président Wadaï ne soit pas investi à Porto Novo, comme tous ses prédécesseurs depuis 1960. Ironie Agossa, quelle est votre opinion sur cette délocalisation de la cérémonie d'investiture? Je suis totalement fier de mon pays. C'est un pays où aujourd'hui, quand tu sors, tu peux en parler. Et notre modèle
de développement, notre modèle démocratique est envié partout. Et contrairement à ce que dit M. Adiou, l'élection du président Ouadaï est une réussite de notre pays, de tout le monde, des institutions qui sont solides, de la stabilité politique, du peuple qui est devenu mature, etc. Donc, ce n'est pas que les gens se l'ont accepté comme ça, pas du tout. Vous avez vu le taux de participation et vous verrez maintenant ce qui va marquer les Béninois. Ce n'est pas l'investiture qui marque un peuple, c'est le contrat que vous avez avec ce peuple. Le contrat. Ce qu'on retient aujourd'hui des Talons, ce n'est pas le jour de son investiture. Non. Ce qu'on retient de Kérékou, ce n'est pas le jour de son investiture. Ce qu'on retiendra du président Ouadaï, c'est comment il a respecté ce qu'il a proposé. Son projet de société. Hein? La territorialisation du développement, comment ça a été mis en place et comment les opportunités ont été maintenant portées au pied de ceux qui en ont besoin dans nos localités. Comment il a pu lutter contre l'extrême pauvreté. C'est ça que les Béninois attendent. Certains acteurs politiques disent que Porto-Novo est le lieu de transmission du pouvoir. Le lieu de transmission du pouvoir, c'est en fait devant les députés. Vous n'avez pas vu dans la Constitution, on n'a pas précisé une ville. Il n'y a pas une violation de la Constitution. Personne n'a dit ça. Donc, on n'a pas violé la Constitution. Ouais. Et ici, si nous posons le problème de l'aspect sacré, symbolique, c'est l'aspect symbolique. Symbolique, moi je vais aller même l'aspect sacré. Non, c'est l'aspect symbolique. L'aspect sacré même du lieu, hein, il faut définir et revoir la réforme. Ou désormais, pour prêter serment, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la Cour de justice, que ce soit la Cour suprême, etc. Tous ceux qui veulent prêter serment, qui est un lieu indiqué, comme ça se fait dans nos coutumes. Et mon sort d'art au fil des janés. Ça, c'est ça chez nous. Et même au nord, partout dans notre pays, on n'installe pas le roi hein, de cette manière. Quand on installe le roi sort après pour rencontrer son peuple. Donc, l'investiture peut être encore repensée. C'est une idée désormais. Et moi, je l'ai portée au cours de ma campagne en 2021 en disant qu'il faut un lieu sacré, un lieu indiqué, et tout le monde passera par là, et ça serait un lieu consacré à ça. Et ça serait fait. Parce qu'un stade, c'est fait pour le football. C'est pour le football. Ici, aujourd'hui, il faut prendre du monde pour accueillir, bien sûr, ceux qui sont là. À Porto-Novo, on n'a pas un autre lieu autre que ce lieu pour que ça se fasse. Si nous prenons l'esplanade de l'Assemblée nationale, où Kérékou l'a fait, Yayi Boni l'a fait là, aujourd'hui, il y a les travaux. Il y a les travaux du nouveau siège du Parlement. Ça peut avoir lieu à Porto-Novo, partout ailleurs, mais à Porto-Novo. Est-ce que vous connaissez un autre lieu qui peut abriter... Non, c'est pas le lieu le plus sécurisant. On parle de Porto-Novo. On parle de Porto-Novo qui est la capitale. Mais mon ami a rejoint en disant il faut réfléchir là-dessus pour repenser. D'accord ? C'est la première fois que ça arrive. Donc on ne peut pas enlever d'un pays, la gestion d'un pays, des faits symboliques. D'accord ? Allez à dire. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, vous faites un sondage sur les populations. Moi, j'ai discuté, je fais ma marche les matins, j'ai discuté, les populations ne s'occupent pas de ça. Les populations se disent aujourd'hui, si Wada il vient, si vous permettez, même il a ton cimètre. Voilà, c'est ce que les populations disent. Donc, les populations ne sont pas à cette histoire d'investiture. D'investiture, comment l'investiture de Talon a été faite. Les gens sont oubliés. Vous avez déjà compris. Alain François Diou, l'autre interrogation également en dehors de lieu d'investiture, c'est que certains se disent que l'absence du bureau du Sénat à cette cérémonie d'investiture poserait un problème de bienséance au regard de la nouvelle constitution. Est-ce que vous pensez cela? Non, je ne pense pas ça. Je n'ai pas les mots, mais je me permets de dire, j'ai suivi rapidement M. Théodore Olo, la prestation de serment, c'est devant, est reçue par le président de la Cour constitutionnelle devant les autres. D'accord? S'il n'y avait personne, la pièce maîtresse, c'est le président de la Cour constitutionnelle. Dans le texte,
c'est le président de la Cour constitutionnelle. C'est lui qui reçoit. D'accord? À partir du moment où le président de la Cour constitutionnelle est connu, qu'il va être là avec les membres de son organisme, de son institution, c'est lui qui reçoit au nom du peuple et au nom de la Constitution. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, en quoi l'analyse de Alain-François Adiou, je fais peut-être une petite simulation, Irénée Agossa, c'est-à-dire que si on était en période un peu comme pendant la Covid, on pouvait même réduire ou revoir un peu la composition des membres des institutions de la République. Donc, ceux qui, en fait, doivent être présents. La présence, j'allais dire. C'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle. Et surtout son président. Surtout son président. Et donc, clair. Tout le reste, c'est protocolaire. Non, tout le reste, c'est important. C'est nécessaire. Mais oui. ce n'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Et ce débat est clos. Merci. Et on va le clore aussi également. Mais une dernière question. Est-ce que Romain Ouadani, Alain François Adiou, ne doit pas renouer avec l'invitation adressée aux chefs d'État étrangers pour rehausser l'image de la cérémonie d'investiture? Je ne sais pas s'il n'y en aura pas des présidents des chefs d'État invités, voisins. Bon, c'est vrai que nos voisins et nous, ce n'est pas toujours la période de miel pour le moment, mais je ne sais pas. Je ne connais pas les dispositions qui sont prises. S'il n'y en a pas qui seront invités, oui, il serait bon que plus tard, on puisse renouer avec cette pratique-là. Cette tradition-là. Oui. René José Sagossa? Tout dépend du protocole. Tout dépend du protocole. Du protocole d'État. Nous sommes en de très bons termes avec le Nigeria. Nous sommes en de très bons termes avec d'autres pays. Continuez de citer tout autour. Non, il y a plus de très bons termes. Je dis, nous sommes en de très bons termes avec le Nigeria. Je connais le poids du Nigeria dans la sous-région. Nous sommes en de très bons termes avec la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas les dispositions qui ont été prises et nous n'avons aucun problème avec les autres. C'est les autres qui se disent qu'il y a des problèmes. Si vous posez les problèmes, nous n'en avons aucun. Donc, nous sommes disposés à pouvoir, bien sûr, être en phase avec la sous-région. Et ce qui va encore nous permettre d'être mieux appréciés, c'est de continuer avec cette stabilité, de continuer avec ce que nous faisons et de défendre avec fierté le modèle que nous avons inventé. Merci à vous, Irénée Josias Agossa. Voilà, je retourne vers Alain-François Adiou. Nous allons parler à présent de la trêve politique, très rapidement on conclut. La trêve politique, pour vous, comment vous la percevez, Alain-François Adiou, et quelles sont ses implications politiques? D'abord, au plan sémantique, je l'avais déjà dit, je le répète, la trêve, c'est un vocabulaire propre à un milieu, la guerre. Puis il y a d'autres mots qui existent. Pourquoi parle-t-on de trêve? Parce que, normalement, en politique, on ne devrait pas utiliser ce mot-là. Nous ne sommes pas en guerre dans notre pays, à moins que ceux qui nous dirigent aujourd'hui se soient convaincus que tout ce qu'ils ont fait là, c'était de la provocation et qu'ils devaient avoir... Non, le mot en lui-même ne m'intéresse pas. La chose à faire, disons, ce que cela donne à lire, c'est que les partis politiques se calment un peu, se taisent un peu. Bon, je vais peut-être provoquer un peu aussi en disant, mais nos acteurs d'aujourd'hui, ils étaient de grands acteurs il y a quelques années. Ils savaient comment, à l'approche des fins de règne, tout mouvement, toute agitation, toute revendication exprimée par la classe politique, la classe partisane, peut secouer celui qui est en place, le régime qui est en place. Peut-être que, ayant fait cela en abondance, ils se sont dit, non, il faut qu'on retire ça du jeu politique pour qu'il y ait une accalmie. C'est peut-être ça. Donc, la trêve telle qu'ils ont pensé la chose, c'est que les acteurs politiques partisans ne dérangent pas, se taisent pour que celui qui est en place travaille. Et c'est la question que je vais finir, s'il vous plaît. Pour que celui qui est en place travaille. Mais ils n'interdisent pas à la société civile, aux citoyens, de s'exprimer. Moi, je ne suis plus membre partisan d'un parti politique, je me réclame de l'opposition citoyenne, donc je dois pouvoir parler chaque fois que c'est nécessaire. Avant de me retourner vers Irénée Agossa, avant d'oublier, lorsque vous dites qu'ils ne doivent pas déranger, comment ils vont déranger? Est-ce que c'est en émettant des opinions sur la gouvernance ou en empruntant le lexique du dégagisme politique?
ou en employant? On a vécu ça il y a quelques années. Il y a une dizaine d'années, j'étais à l'Union fait la Nation. Je ne sais pas où mon frère Agossa était à ce moment-là, mais on avait marché. On avait marché avec bruit. Les mercredis rouges. Les mercredis rouges, c'était pas seulement un jour, c'est dit les mercredis rouges. Je ne sais pas combien de mercredis rouges nous avons occupé le terrain, etc. D'accord? Il y en a qui disent, mais depuis la conférence nationale, les différentes transitions ont été agitées, animées par des gens qui aujourd'hui sont au pouvoir. Donc, ils savent probablement combien ça dérange celui qui est au calme dans son bureau pour travailler. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de mettre de côté. Et René Agossa, la trêve politique est indispensable. C'est l'aboutissement, bien sûr, des réformes. C'est-à-dire, dès que vous n'êtes pas dans l'esprit des réformes, vous pouvez ne pas comprendre certaines choses. La trêve politique existait. Monsieur Adibou est là. On n'est pas en permanence en campagne. La campagne coûte. On n'est pas en permanence en campagne. Ici, on veut encadrer cette période et permettre à ce que tout le monde travaille. On ne peut pas être en permanence en campagne. L'opposition doit travailler. Le gouvernement doit travailler. C'est la majorité. Quel est le travail de l'opposition? Le travail de l'opposition, c'est de faire des propositions. À chaque instant, il faut qu'il y ait des propositions. On ne te refuse pas de critiquer. Mais vous, par exemple, vous aurez désormais à animer des débats thématiques. Nous sommes aujourd'hui à 40% de couverture d'énergie, de consommation dans notre pays. Nous en avons besoin à hauteur de 60 à 70% pour pouvoir faire face à ce que nous voulons faire. Et c'est un débat important pour le développement du pays. La lutte contre l'extrême pauvreté, la manière dont ça va se faire. Si l'opposition n'est pas d'accord, l'opposition critique et propose comment ça va se faire, comment la répartition serait faite. Donc, nous parlons de la souveraineté nationale. Alors, mais tout le monde doit être d'accord à ce que nous soutenons la souveraineté nationale. Tout le monde doit être d'accord que nous soyons ensemble pour soutenir la stabilité. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous proposez une nouvelle république, vous dites. Donc, il faut toujours qu'il y ait une proposition. Et ça, c'est un travail. Dans les systèmes anglophones, les gens parlent de shutdown cabinet. Donc, un cabinet fantôme qui suit le gouvernement et qui précise les choses à chaque étape. Donc, c'est important, ce travail doit être fait. Et les populations en ont besoin. Donc, vous avez 6 ans pour être dans ce travail et sensibiliser les gens. Le gouvernement, les partis de la majorité, la redevabilité est un devoir. Nous devons aller sur le terrain, dire ce que nous sommes en train de faire, là où nous en sommes, et pour que les populations apprécient. Et maintenant, à 1 an des élections, nous entrons maintenant en phase de communication en face de ces populations. Qu'est-ce qui ne doit pas être dit, qu'est-ce qui ne doit pas être fait durant cette période de trêve politique? Il a été clair que nous ne serons plus en campagne. Toute activité relative à la campagne électorale, à cette compétition indéfinie, serait prohibée. Les tests ont été clairs. Activités comme lesquelles? Activités, meetings. Vous n'allez pas faire les meetings, etc., comme la campagne. C'est-à-dire qu'un acteur politique de l'opposition ne doit pas organiser un meeting durant la période. Durant la période. Et aujourd'hui, il y a une institution qui va gérer cette trêve. C'est le Sénat. Justement. C'est le Sénat. Et qui est composé de ceux que vous savez. Donc, le Sénat va encore apprécier et apporter plus de précision en ce qui concerne la gestion de cette période. Donc, c'est indispensable pour la stabilité. Donc, c'est une question de responsabilité. Écoutez, moi, est-ce que j'ai été député une fois? Demandons. Ministre Adibou, moi, je n'ai pas été député. Mais je ne sais pas par où on ne m'appelle pas honorable. Vous savez comment on me connaît? Parce que quand je critique, je propose. On me connaît, moi, donc qui n'a pas besoin de faire du bruit pour, en fait, animer la vie politique. La vie politique, il y a des problèmes que les populations vivent. Et vous devez proposer. Il y a des gens qui ont été députés plusieurs fois, mais qu'on ne connaît pas, comme moi. Parce que moi, je propose. Et c'est ce que nous cultivons au niveau de notre parti aujourd'hui. Il faut proposer. 6 ans même, c'est peu. Quand vous voyez la tâche qu'il y a là,
Et ce qu'il faut faire pour que vous ayez les 20% par circonscription, ou bien que vous maintenez vos 20% par circonscription électorale, 6 ans, c'est peu. Justement, donc, il faut permettre à pour le ceux-là, maintien, ils doivent avoir des activités politiques. il faut l'activité politique, c'est la redevabilité. C'est une activité politique. Oui, redevabilité pour ceux qui sont au pouvoir et pour l'opposant qui Pour organise une activité politique. L'opposant aussi, il y a une redevabilité puisqu'il a soutenu un programme face à l'autre. Justement, lorsqu'il il défend fait un meeting, est-ce que ça peut dans le être... meeting, il y a la formation de ces cellules. Et vous avez vu, les démocrates ont compris. Mais parti lorsque lui, politique. opposant, il forme ses cellules et que ceux de la mouvance, eux, vont pour la redevabilité, est-ce qu'il n'y a pas de déséquilibre? Non, chacun joue son rôle. Mais ce qui est important Mais est-ce qu'il n'y a ici, pas de déséquilibre? ce qui est important ici, voyez, est-ce que les partis politiques sont embêtés par la trêve? Vous savez ceux qui sont embêtés par la trêve? On va voir le je regard de l'homme vous dis, politique. ceux qui sont embêtés par la trêve, C'est qui? c'est ceux qui viennent et contournent les jeux pour se faire passer pour des politiques. Ils sont autre chose et ils viennent dans le système pour jouer le rôle des partis politiques. C'est eux qui sont embêtés. Vous n'allez voir aucun parti politique qui soit en difficulté. Nous ne serons pas en difficulté au cours de cette trêve. Ceux qui seront en difficulté, c'est ceux qui, en fait, viennent usurper le rôle des partis politiques et commencent par dire des choses qui ne tardent pas. La société civile restera désormais à sa place. Les religieux resteront désormais à leur place. La tradition restera à sa place. Restera à leur place, c'est qu'ils n'ont plus le droit à des commentaires. Ils peuvent faire le commentaire. Mais nous ne sommes pas en direction. Chacun restera à sa place. Et c'est ça une société ordonnée. C'est ce qui va se passer. Est-ce que les religieux avaient des commentaires qui n'étaient pas de nature à outrepasser repasser. J'ai vu des invités ici en soutane. Repasser tout ce qu'ils ont dit, vous verrez s'ils sont toujours dans leur rôle. Moi, je ne veux pas. Ici, sur ce plateau, j'ai suivi. C'était leur rôle. En tout cas, si c'était leur rôle. Irina Gossa, merci, très taquin. Alain-François Adiou, le Sénat est perçu désormais comme le gendarme politique de la reine. Alors, il n'est pas encore installé, des interrogations traversent les esprits. Pour vous, le Sénat, pour vous, quelle est votre perception? Quelles sont les espérances que vous placez en lui? Nous sommes toujours dans la rubrique des réformes qui sont imposées, mises en place. Et c'est logique, hein, ce que nous venons de dire, surtout ce que je viens d'entendre de la part de mon vis-à-vis sur la trêve. C'est bien ce qu'on dit aujourd'hui dans le public, taisez-vous, rejoignez les rangs. C'est du taisez-vous. Et ce n'est pas bien. La vitalité démocratique dans un pays ne se mesure pas par la stabilité des institutions. C'est la parole. Allez chercher partout. C'est la parole politique, la parole publique, la parole des citoyens, la parole des élites, la parole. C'est la parole qui assure la vitalité démocratique. D'accord? Mais ici, on dit, taisez-vous. La parole est conditionnée. Taisez-vous, ne faites pas campagne. Mais on dit, taisez-vous, ne faites pas campagne. Mais quand la campagne est dans plusieurs années, on vient de finir une campagne. De quelle campagne parle-t-on? Nous sommes sortis du 12 avril, campagne terminée. Est-ce que ce n'est pas au fond le dégagisme politique qui est proscrit? Oui, il faut qu'on le dégage. Dans vos questions, je l'ai senti, n'est-ce pas? Mais un camp sera en train de parler redevabilité. Nous faisons, et l'autre camp va se taire. Va se taire pendant 6 ans. Et un an avant la prochaine élection, on lui dit de critiquer, de proposer. Et un an avant la prochaine élection, il va dire ce qu'on va dire maintenant, depuis 5 ans, depuis 6 ans, ils avaient fait ceci. Non, ils peuvent critiquer, mais c'est pas bien. Mais ça, ce plateau-là ne nous conviendra pas pour faire le débat en approfondi. On va y revenir. Il faut vraiment. C'est déjà mis en place. Nous allons devoir voir concrètement comment ça va se passer. Que les gens nous disent, parce que la loi est là, les différents textes qui doivent être pris pour expliciter ne le sont pas encore. Voilà. Ça va être jouer pris, son rôle. Voilà. On va voir quel rôle chacun a à jouer. L'étendue du pouvoir. pouvoir. Donc on ne nous présente pas ça comme une réussite positive à 100%. Non. Et René José Sagossa qui doit conclure, ne sera pas d'accord avec vous. J'en viens à votre
à votre... Normalement, c'est moi qui ai commencé, donc lui, il doit conclure avant moi et moi, je dois conclure en fin de compte. Mais c'est pas grave, c'est vous qui animez. C'est la dictature. C'est la dictature comme vous nous l'imposez. Vous laissez plus jeune. Je laisse le plus jeune. Voilà, merci. Moi, je vais le faire. Allez-y, oui. Le Sénat. On a tellement glosé déjà là-dessus. Ce n'est pas à l'image des Sénats que nous connaissons dans le monde. Mais il n'est pas dit que notre pays doit faire exactement ce qui se passe ailleurs. Mais c'est que ce qui est mis là, ce n'est pas tout à fait bien. Qu'il y ait un ensemble de personnalités qu'on regroupe quelque c'est le nom part. qui vous pose un problème. Bien. Qu'il y ait un ensemble de personnalités connues dans le pays. Bon, différentes appréciations, n'est-ce pas? Mais qu'on mette quelque part pour nous dire, regardez-nous tout ça, suivez ça, mettez le calme dedans lorsque... Je serais d'accord. Comme quelqu'un l'a dit, un club, entre guillemets, hein, de sages, ils vont regarder. Et à ce niveau-là, si c'était cela, il y a des pouvoirs, des attributions qu'on devrait mettre de côté pour que ce soit juste On attend la loi, le Parlement. Voilà, que des gens qui accompagnent. Donc, nous aurons à expliquer, nous les Béninois, je veux dire, hein, que notre Sénat à nous est l'unique modèle dans le monde. Mais ça rejoint ce que j'ai dit de la trêve, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui ont été faites précipitamment. C'est moi qui conclue et puis lui c'est ma conclusion. Donc, ce sont des réformes mises en place. Je crois que le pouvoir aussi craignait que si les citoyens étaient informés à l'avance, ils n'accepteront pas. C'est pour ça qu'ils ont passé par la formule casanière que nous avons connue, n'est-ce pas? On change et on s'explique après. Ce n'est plus la même chose, n'est-ce pas? Depuis la conférence nationale, on était habitué à... On met le peuple en avant, c'est le peuple qui est détenteur du pouvoir souverain, on l'informe, on veut faire ceci, 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 le peuple accepte et on le fait. Depuis 2016, on a inversé le processus. On verra pour le reste. Merci à vous, Alain-François Adiou. Je crois qu'on va revenir sur la question du Sénat lorsque le Parlement sera actif sur les différentes législations qui vont mettre en place le fonctionnement réel du Sénat. Irénée Joseph Sakossa, votre conclusion. Non, ce qui est clair, nous sommes dans une démocratie représentative. Le peuple, non, nous ne l'avons pas adopté en 90. C'est une démocratie représentative. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vos représentants font au cours d'un mandat, le peuple agit en les remplaçant. Ça, c'est clair aujourd'hui. Nous n'avons rien fait d'anormal. Donc, les représentants du peuple ont pris des dispositions, les élections se sont déroulées, il y a eu campagne, on a renouvelé le mandat à ceux-là, ça veut dire que le peuple est d'accord. 30 secondes, s'il vous Donc, plaît. le peuple 30 est secondes, d'accord. s'il vous plaît. Moi, La démocratie représentative, représentative. ce n'est pas la démocratie à majorité arithmétique. Non, la D'accord? démocratie D'accord. représentative, Dites-nous aussi que nous sommes passés de la démocratie consensuelle à une démocratie majorité bloc. nous n'avons pas, Dites-nous ça aussi, comme acquis. Nous n'avons pas, et je ne vois pas ce qu'on appelle démocratie consensuelle. En tout cas. Écoutez, c'est vous qui Allez-y. l'inventez. D'accord. La démocratie est fondée toujours sur une minorité et une majorité. Vous pensez La que c'est loi ce est que vous avez mis claire. en place Et depuis le 90? débat peut s'instaurer sur des questions où on s'entend. Ce n'est pas seulement ici. Donc, et cela est possible dans le processus, dans notre processus. Donc, nous sommes dans cette démocratie-là. Et je peux vous dire qu'on n'a nulle part dit, taisez-vous, entrez dans les rangs. C'est la conception de M. François. Ah non, moi Alain- j'entends ça dans la Alain rue, hein, François j'entends ça dans la C'est rue. ceux hein. qui le disent. Non, non. C'est faux. J'entends des députés le dire aussi. Chacun doit faire son travail. C'est pas vrai. Je vous ai donné, moi, mon exemple. Moi, je vous ai donné mon exemple. Je n'ai jamais été député. Mais partout, on m'appelle honorable. Parce que le peuple sent en ce que je dis le rôle que doit jouer un député. C'est aussi simple. On demande de faire le travail qu'on doit faire. C'est une question de responsabilité. Est-ce pas la faute aussi aux politiques qui peut-être Nous désignent sommes en train, et nous certains sommes types- en train d'aller. C'est ça d'ailleurs le rôle des grands partis. Quand il y avait des corbes électoraux, on ne pouvait pas. Est-ce que les partis échapper regardent à ça avant les positionnements? Les Bon, partis on y est sont plus. en train de regarder ça. Il faut conclure. Et donc, Oui, nous justement. disons aujourd'hui que le parti et les partis qui Pour conclure, soutiennent là, oui. l'action du chef de l'État et de chef de l'État sortant et qui ont porté la candidature de l'actuel chef de l'État, nous avons une obligation. Faire en sorte que ce qui a été promis soit réalisé. Merci Et à vous. consolider les acquis. Nous ne sommes pas dans une rupture, nous sommes dans une transmission.
Merci à vous, Irénée Josias Nous ne sommes pas Akossa, dans une rupture. là, mais acteur je fais donner politique, une porte-parole du Parti politique Union progressiste Le Renouveau. Merci également à Alain-François Adiou, ancien ministre, homme politique. Merci pour ce moment d'échange. Merci à vous, chers amis internautes, sans lesquels nous n'existons pas. Merci pour l'attention accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Je dirais même soyez en remercie, je dirais même soyez en bénis. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se donne rendez-vous, notamment d'ici quelques heures, pour d'autres rendez-vous médias. Jusque-là, belle suite de programme sur ESAE TV.